Hier, lors de son transfert à l'hôpital de Brest, l'un de ses complices lors de son évasion s'est rendu hier soir. Il doit de nouveau être entendu aujourd'hui. Anne-Sophie Varmont et Emeline Darcourt. L'évasion du détenu de Brest n'aurait pas pu se faire sans complice. L'un d'eux s'est présenté de lui-même hier à 17h45 au commissariat de Brest. C'est lui qui conduisait la voiture dont il est propriétaire, une Peugeot 306, à bord de laquelle le détenu a pris la fuite juste après son arrivée à l'hôpital. L'évasion a été possible par un concours de circonstances. D'abord, le niveau de l'escorte a été abaissé le matin même. 3 hommes au lieu de 4, non armés. Mais surtout, le détenu connaissait le moment de son rendez-vous médical. Une information qui habituellement n'est jamais donnée à l'avance. Il n'aurait pas dû être prévenu. Or, on a retrouvé dans sa cellule un document du service médical avec le jour et l'heure de sa convocation. On a également retrouvé dans sa cellule, parce que le simple document, ça ne lui suffisait pas pour s'évader, 2 téléphones portables avec lesquels il a dû contacter les hommes qui l'attendaient le lendemain matin sur le parking en leur disant voilà, demain je serai à l'hôpital à 8h. Voilà, donc on a retrouvé dans sa cellule tout le matériel nécessaire à l'évasion. Originaire de Landerneau, le détenu de 21 ans a 23 mentions à son casier judiciaire pour des faits de vol, dégradation et outrage. Et il fait l'objet d'une fiche S car il s'est radicalisé en prison. Notre invité, Wilfried Fonck, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. secrétaire national UFAP, UNSA Justice. Cette évasion rocambolesque qui démarre par un lacet des faits, mais après une série d'invraisemblances, ces portables, ce certificat médical, cette convocation, ces horaires, comment vous l'expliquez ? Effectivement, ça a été un concours, je ne vais pas dire en mode circonstance, mais en tout cas de dysfonctionnement, parce qu'effectivement, dans un premier temps, le détenu n'aurait pas dû être informé ni du lieu, ni de l'heure, ni de la date exacte de son rendez-vous. Et puis, dans un autre côté aussi, le fait d'avoir baissé le niveau d'escorte, alors que le détenu était escorte 3, il est passé à escorte 2 en raison hier, malheureusement, d'un manque d'effectifs hier matin. Donc le chef d'établissement a pris la décision de baisser le niveau d'escorte. Donc c'est assez incompréhensible dans la mesure où 48 heures avant ce rendez-vous médical aussi, l'individu avait été extrait au tribunal pour qu'il puisse rencontrer son magistrat. Donc l'escorte judiciaire avait été composée de personnel pénitentiaire, mais qu'il a été armé. Voilà, alors que là, on baisse le niveau d'escorte. Donc en fait, je m'interroge sur le niveau de dangerosité qui évolue en fonction de l'endroit où on va ou d'un jour à l'autre, quoi. Dans sa cellule, on a retrouvé 2 téléphones portables et cette fameuse convocation. Est-ce que ce type d'individu qui est tout de même jugé dangereux, il n'y a pas des fouilles particulières prévues pour les cellules régulières? Comment Alors ça il y a se des passe fouilles qui sont programmées de manière régulière, mais les téléphones portables, comme c'est interdit en détention, vous vous doutez bien qu'ils ne sont pas laissés à la vue des personnels. Et puis d'un autre côté, dans les établissements comme par exemple la maison d'arrêt de Brest, puisque c'est là où dans ce type d'établissement on trouve des taux de surpopulation pénale beaucoup plus importants, les cellules sont surencombrées parce que vous avez des effets personnels des détenus qui sont là, vous avez aussi beaucoup plus de détenus que prévu à l'intérieur d'une même cellule, donc ce qui démultiplie aussi le phénomène d'encombrement. Donc quand vous fouillez une cellule, c'est très compliqué pour le personnel. C'est le credo qu'on entend souvent de la part des syndicats, évidemment. On n'a pas assez de moyens pour assurer la sécurité, pour assurer les transferts, pour assurer les fouilles. C'est aussi votre sentiment? Alors non seulement on n'a pas assez de moyens, ça c'est une certitude, on ne cesse de le dire depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est pas une nouveauté, mais je pense aussi qu'on a un défaut de volonté politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique affichée de vouloir donner à l'administration pénitentiaire, 3e force de sécurité publique, les moyens nécessaires pour pouvoir assumer ses missions à la fois de sécurité et de réinsertion. Puisque si la première n'est pas assurée, on ne peut pas forcément non, mais assurer c'est la quoi les seconde. moyens? C'est un métier qui attire très peu, parce qu'il est dur, parce qu'il est physique, parce qu'il est dangereux. Alors c'est un métier qui attire très peu parce que, je pense, méconnu. En tout cas, et puis surtout qui ne bénéficie pas non plus d'une reconnaissance sociale et sociétale particulièrement élevée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants, mes enfants vont plus rêver d'être pompiers que d'être surveillants d'établissements pénitentiaires, parce qu'effectivement, c'est pas un métier qui fait rêver. Par contre, l'ensemble des personnels qui y sont, y trouvent un grand intérêt et sont heureux, en tout cas, d'exercer leur mission. Ça, c'est certain. Maintenant, les moyens qui sont mis à leur disposition pour les exercer, ça c'est autre chose. Pour en revenir à ce cas précis de ce détenu qui était en escorte 3, ça veut dire qu'il était entouré par des personnels armés et qui est passé d'un jour à l'autre en escorte 2. Comment ça se décide? Alors,
Ça se décide, on va dire, en tout cas pour ce qui est de la détermination du niveau des escortes de manière générale. Je vous ai ramené un petit peu l'outil avec lequel on fait ça dans l'administration pénitentiaire. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est un dé. C'est-à-dire on le prend. Alors vous, Karine, voilà, pas de chance, c'est escorte 3, voilà. Alors, elle est dangereuse en même temps. Voilà, pour vous, ce sera aussi escorte 3, voilà, donc il n'y a pas de souci. Bon, voilà, blague à part. Effectivement, il y a différentes consignes, en tout cas, qui sont données au personnel, mais on se base sur le profil de la personne détenue, de la sensibilité de la mission, et aussi des moyens de contrainte finalement à mettre en œuvre par rapport à ça. Seulement, quand vous faites une extraction judiciaire, donc assurée par les personnels pénitentiaires, les personnels pénitentiaires sont armés. Mais quand on se rend à l'hôpital, les personnels pénitentiaires ne sont plus armés. Et ça, c'est dans les textes. C'est-à-dire qu'on est plus dangereux quand on va au tribunal que quand on va à l'hôpital. Pour le même individu, avec un même niveau d'escorte. Là, hier, il a été descendu parce que manque de personnel. Donc, effectivement, on est passé d'un chauffeur avec plus 2 agents alors qu'il aurait dû y avoir un chauffeur et 3 agents. Ça, c'est clair. Mais il n'empêche que moi, ma grande incompréhension, c'est comment se fait-il qu'un même individu soit moins dangereux quand il va à l'hôpital que quand il va au tribunal. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Et quand il manque du personnel, on annule le rendez-vous médical et on le reporte à une autre date. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre éclairage. Les 3 policiers qui ont